avant de créer, je dois d'abord concevoir. Et avant de développer, je dois créer. Avant de développer quelque chose, je dois partir d'une certaine base. Et la base, c'est au niveau de la création. Avant également de créer, je dois partir également d'une certaine base. Et la base, c'est au niveau de l'idée. C'est au niveau de la conception. Voilà pourquoi j'ai dit ici que non, l'entrepreneuriat, c'est juste un chemin simple. Entrepreneuriat équivaut concevoir, créer et puis développer. Donc, par contre, de toutes les définitions qu'on peut avoir de l'entrepreneuriat, un entrepreneur, c'est celui qui a la capacité ou encore l'amabilité de concevoir une idée, de créer et de développer. Parce que tu ne peux pas te dire que non, tu as imaginé, tu as eu la vision ou encore tu as eu un rêve de commencer une boulangerie. C'est au niveau de la conception. Et puis tu te dis, je veux maintenant la mettre en pratique. Tu crées maintenant ta boulangerie, ta propre boulangerie. Alors, quand tu te limites au niveau de la création, dis-moi, l'entreprise va fonctionner comment? Il faut que l'entreprise puisse fonctionner. Il faut que l'entreprise puisse avoir des clients. Il faut que l'entreprise puisse avoir des partenaires. C'est là où maintenant on est à la phase du développement. C'est-à-dire qu'un entrepreneur doit savoir qu'une fois qu'il commence l'initiative, il doit chercher à pérenniser cette initiative. Il doit chercher à faire développer cette initiative, l'expansion. Il doit chercher la croissance de cette initiative. C'est-à-dire, il s'est dit que non, je dois avoir une vision lointaine. C'est-à-dire, je crée aujourd'hui, mais je ne crée pas pour stagner, je crée pour aller de l'avant. Mais tout doit commencer d'abord au niveau de la conception. Après la conception, nous arrivons à la création. Après la création, nous arrivons au développement. Si tu t'arrêtes au niveau de la création, tu vas stagner. Vous savez, quand une entreprise réalise le seuil de rentabilité, c'est-à-dire l'entreprise ne gagne pas, ne perd pas, il est au milieu. Là, c'est encore dans les différentes notions d'entrepreneuriat. Vous allez voir que lorsqu'une entreprise réalise le seuil de rentabilité et plutôt la responsable, les responsables vous dit que non, cette année, on a réalisé juste un seuil de rentabilité. C'est là le dire que non, il n'a pas gagné, il n'a pas perdu, il est toujours au milieu là. Or, quand tu ne gagnes pas, tu ne perds pas, et tu ne perds pas aussi, tu stagnes, c'est là que tu es en train de reculer. Parce que les temps n'a pas stagné. Les temps continuent d'avancer. Ta position par rapport au temps nous montre plutôt qu'on nous démontre que tu es en train de reculer. Mais toi, tu vois que tu as stagné. Or, la caractéristique d'une entreprise doit vivre. Une entreprise doit évoluer. Cette évolution-là, c'est au niveau du développement. C'est pour ça que j'ai dit qu'un entrepreneur, c'est celui qui a la capacité de concevoir, de créer et de développer. Il est vrai que dans la perspective économique, un entrepreneur est tout celui qui dirige une entreprise pour son propre compte. C'est-à-dire qu'il crée une entreprise, il dirige pour son propre compte. Mais déjà, partons du mot entrepreneuriat, partons de cette générique. La première qualité, ou encore la première habilité pour être appelé un entrepreneur, c'est dans la capacité de la conception de l'idée, et puis dans la création, ainsi que dans le développement. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont limités juste dans le domaine de la conception. Ils conçoivent une idée, ils disent je la mettrai en pratique après 2 ans, après 10 ans. Après 10 ans, il est toujours comme ça. Or, quand tu conçois une idée, rapidement tu dois la mettre sur papier, la mettre en pratique et puis essayer de développer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, je vais expliquer le mot entrepreneuriat. J'ai dit que c'est l'art de concevoir, l'art de créer, l'art de développer. Alors, nous sommes en train de parler de la culture entrepreneuriale. Rappelez-vous cette émission que je vous ai dit que non, la culture est un ensemble de connaissances, de valeurs, des habitudes, des comportements, des habiletés qu'on peut transmettre, qui se transmettent d'une génération à une autre. Alors, la culture entrepreneuriale, les soucis ici c'est quoi? Ou encore l'objectif de ces panels c'était quoi? C'est qu'après ces panels,
que chacun de nous puisse avoir cette culture-là d'entreprendre. Cette culture de la création des entreprises. Que chacun de nous puisse quitter la phase de rêver aller travailler chez quelqu'un seulement comme ça, sans avoir l'habitude ou encore l'attitude de créer quelque chose. Nous voulons qu'après ces panels, que nous puissions quitter l'étape des demandeurs d'emploi, mais que nous puissions entrer dans l'étape des créateurs d'emploi. J'avais dit l'autre fois que nous puissions quitter l'étape des donneurs des jeux d'honneur, que nous devenons des récepteurs des jeux d'honneur. C'est-à-dire que tu es dans ton bureau, tu travailles, tu es en train également de recevoir les jeux d'honneur. Hier, j'étais en train de dire que non, je ne condamne pas ceux qui travaillent chez les autres. Mais quand tu travailles chez quelqu'un ou encore tu travailles dans une entreprise quelconque, tu dois également dans ta tête avoir cette culture-là, cette mentalité. Donc, notre souci ici, c'est de changer notre mentalité. En anglais, on dit « the mind », de changer notre esprit, de voir les choses différemment. Pourquoi la culture entrepreneuriale? Parce que nous avons reçu une mauvaise éducation sur le plan professionnel. Dès que tu finis les études, tu dois aller déposer un CV. Dès que tu finis les études, tu dois aller demander de l'emploi. Mais quand un parent dit à son enfant que non, quand tu finis les études, va chercher du boulot. Va créer. Va créer. On te dit, hé monsieur, qu'est-ce que tu traînes à la maison? Il y a des gens là-bas à Gomez. Ils déposent des CV. Mais il ne te dit pas que non, tu dois créer quelque chose. Je me demande, tout ce qu'on fait pour nous, après nos études universitaires, la collation pour qu'on sort, est-ce que cet argent ne peut pas nous servir pour la création d'une entreprise? Quel est ce type-là qui dit, cet enfant, bon, ce jeune homme-là qui dit à ses parents, ne faites pas une fête pour moi, donnez-moi cet argent, je vais commencer une affaire. Nous sommes peu. Tu verras quelqu'un te dit, bon, 100 $, c'est rien, 200 $, c'est rien, si on va donner ça dans la fête, bien si on les gaspille pour la fête, c'est rien. Mais c'est important, parce que même à partir de ça, tu peux commencer quelque chose et demain tu es une grande personne. Donc, le souci ici de la culture entrepreneuriale, c'est de transmettre à une génération les habitudes de la création des entreprises. C'est-à-dire demain ou après-demain, que la génération qui viendra après nous puisse comprendre que non, une fois que j'ai fini les études, je dois non pas simplement aller demander du boulot, mais je dois aussi créer ma propre entreprise. C'est ça le souci de ces panels. Nous sommes là juste pour léguer à la génération à venir une richesse de la création des entreprises. C'est ça notre objectif. Alors, il fallait maintenant nuancer entre l'entrepreneuriat culturel et la culture entrepreneuriale. Lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat culturel, j'ai déjà défini le mot entrepreneuriat. Lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat culturel, on voit quelqu'un qui a, on voit l'acte d'entreprendre dans le domaine culturel. Dans la culture est vaste, comme je vous ai donné la définition, mais il y a des aspects de la culture où nous voyons les sports, nous voyons la musique, nous voyons l'art, nous voyons l'écriture, plusieurs choses à l'intérieur. L'art dramatique, on voit tout à l'intérieur de la culture. Alors maintenant, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat culturel, on veut juste montrer aux jeunes qui aspirent à la culture comment créer ou encore comment investir dans le domaine culturel. C'est ça la nuance. Maintenant, la culture entrepreneuriale, c'est-à-dire on te donne les habitudes de créer dans tous les domaines. Tu as maintenant les habitudes, les aptitudes ou encore les attitudes qui te permettent à créer ou encore lorsque tu vois une opportunité dans un domaine quelconque, ça te pousse directement à créer. Donc, c'est ça la nuance qu'on doit faire entre l'entrepreneuriat culturel et la culture entrepreneuriale. Je me fais comprendre. Ok. Alors, nous avons dit qu'il fallait répondre à des questions ici. Pourquoi entreprendre et que faire pour débuter une affaire sans un financement d'une institution quelconque? Pourquoi entreprendre? Pourquoi devons-nous entreprendre?
J'avais dit ici hier, c'est qu'on ne construit pas un pays avec comme un mot d'ordre les social d'abord. Parce qu'avant les social, il y a un facteur très important que nous négligeons. C'est la création de richesses. C'est la création de richesses qui stabilise le social. C'est la création de richesses, la création des multinationales qui stabilise le social. La création de richesses, c'est un vecteur important pour le développement d'une nation. Alors, pourquoi entreprendre? La première des réponses, c'est pour d'abord créer des richesses. Nous devons créer des richesses. Nous sommes obligés à créer des richesses. Pourquoi? Une fois que nous créons des richesses, ça va stabiliser tous les domaines de la vie. Ça va impacter ou encore influencer la société dans tous ces domaines. Dans tous ces aspects. La deuxième des raisons, nous avons dit que pourquoi entreprendre, c'est que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est un apporteur, c'est un moteur de développement économique. J'ai dit, vous allez remarquer ceci, que la plupart des pays développés, parce que lorsque nous parlons de pays développés, nous voyons le pays développé, les pays en voie de développement, et nous voyons également le pays sous-développé. Mais la plupart des pays développés sont des pays où l'économie est stable. Et lorsque l'économie est stable dans un pays, ça influence également la politique. Remarquez très bien, dans le pays africain, l'instabilité politique vient de l'instabilité économique. L'Afrique est tellement pauvre, l'Afrique a des richesses, mais l'Afrique est tellement pauvre sur le terrain, ce qui rend maintenant la politique de l'Afrique instable. Vous allez voir des nations fortes, des nations puissantes. Ils sont fortes parce que l'économie est forte aussi. Dans d'autres nations, ce sont les hommes riches ou encore les entrepreneurs qui prêtent de l'argent au gouvernement. Vous allez remarquer, pendant cette COVID, pendant la COVID-19, pour la lutte contre la pandémie, en dehors de l'OMS et des aides humanitaires, ce sont beaucoup plus les acteurs sociaux, les entrepreneurs qui ont contribué pour la lutte contre la pandémie. Vous allez voir un homme riche tel, il a donné un don d'autant de millions, d'autant de milliards pour qu'on puisse lutter contre la pandémie. Et la troisième des choses, c'est que l'entrepreneuriat est un apporteur de solutions au problème du chômage. Je vous rassure, on peut beau crier, s'il n'y a pas de création de richesse, s'il n'y a pas d'entrepreneurs, le problème du chômage va persister. Je pose seulement une seule question. Au Congo, chaque année, les universités projettent ou encore nous jettent sur le marché d'emploi combien d'étudiants? Chaque année. Prenons seulement ici à Kinshasa, l'INIKI, ISTA, ISES, ISIPA et autres. Chaque année, on nous jette sur le marché d'emploi combien de finalistes, combien de diplômés? Plus de 1000. Chaque année. Combien dans ces pays nous jetons les gens qui ont déjà beaucoup travaillé dans les entreprises de l'État, nous les envoyons à la retraite? Combien? Zéro. Maintenant, regardez comment est-ce que la pyramide est serrée. Il y a des ceux là qui travaillent déjà au sommet, doivent aller à la retraite, les retraités. Nous, les jeunes diplômés, nous sommes ici. Bas du pyramide. Nous devons maintenant franchir des étapes pour arriver ici. Mais avant d'arriver, il faut que cette place soit libre, soit vide. Comme maintenant cet espace n'est pas vide, avant d'arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? 1. Il faut parti politique. 2. Il faut circuit. 3. Il faut branchement. 4. Il faut réveil. 5. Il faut prendre l'action des grâces. 7. Il faut montagne. 8. Il faut consultation prophétique. Vous voyez, dans un pays, dans un état normal, ça ne peut pas se faire. Je ne minimise pas la prière, je suis chrétien, je suis chrétien.
Mais dans un pays normal, on étudie en fonction du besoin de la société. Si je veux faire l'économie, c'est que le gouvernement a besoin des économistes. Donc, dès que je finis, il n'y a pas besoin d'aller à la montagne pour prier. L'acte que je dois faire, c'est de préparer une offrande d'action de grâce. C'est je te rends grâce pour le boulot. Maintenant, quand il y a création de richesses, qu'est-ce qui se passe? Il y a un miracle économique qui se passe. Quand il y a création de richesses, quand il y a multiplication des entrepreneurs, cela fait en sorte que non, la personne qui étudie, quand il finit ses études, il a la facilité d'attraper un boulot. Il a la facilité de ne pas appeler chômeur. Il a la facilité de ne pas passer par là même pour avoir la carte de l'ONU. Il a cette facilité-là. Pourquoi? Il y a déjà des entreprises qui existent. Alors, un autre problème, c'est quoi? Nous avons déjà la philosophie qu'il faut nous finissions les études humanitaires. C'est-à-dire, j'ai mon bac, j'ai mon diplôme d'État, directement je dois aller à l'université. Qui nous a dit que quand on finit les études, on doit toujours aller à l'université? Il y a des centres professionnels, il y a des instituts nationaux de préparation professionnelle qui créent des entrepreneurs. Alors je vais maintenant vous donner cette différence entre celui qui a fini à l'université et celui qui a fini dans un institut national de préparation professionnelle, qui a fait une profession quelconque, dans un centre professionnel. C'est que celui qui a un diplôme d'université, c'est un expert. Il apporte son expertise dans un domaine quelconque. Je finis en économie, je défends mon mémoire. C'est le mémoire que j'ai défendu, c'est mon expertise que j'apporte dans la société. C'est pour cela que vous verrez quelqu'un qui finit à l'ISTA. Il finit à l'ISTA, en électricité, industrielle. Par manque de connaissances, il descend encore à l'INPP pour aller faire l'électricité industrielle. Pourquoi? Parce que nous étions très mal orientés. Je ne condamne pas ceux qui ont un diplôme universitaire. J'ai fait aussi des universités. J'ai aussi un diplôme universitaire. Mais je vous explique la réalité. Alors, une deuxième question. J'avais dit dans ces panels, je veux que poser des questions. Une deuxième question. Qui est-ce qui nous a dit que je dois seulement avoir le boulot quand je vais finir mes études? Ça, c'est ma deuxième question. Qui m'a obligé que je dois être Fumumbu comme on le dit? Fumumbu, papa, gradué dans Bosan, pas. Fumumbu, papa, je finis les graduats. Papa, je finis la licence et je dois maintenant chercher le boulot. Qui a dit? Nous disons directement la vérité qu'on ne peut pas être en même temps étudiant, en même temps travailleur, en même temps étudiant, en même temps chef d'entreprise. Normalement, dans un pays développé, tu étudies, tu es chef d'une entreprise. Le problème que tu as, que tu rencontres dans ton travail, c'est ce que tu amènes à l'université comme des thématiques à développer. Mais ici, le système ici, c'est quoi? C'est que je dois d'abord brosser tout le cursus universitaire et puis je me mets maintenant à chercher des boulots. Ce qui crée maintenant un retard pour le développement de notre pays ou encore de notre génération. Voilà pourquoi la culture entrepreneuriale est là pour vous équiper de toutes sortes d'habilités afin de dire que non, demain, nous également, on doit créer. On doit créer. Oui, j'essaie dans le cas, on nous dit toujours que les gens nous demandent de créer. Où est-ce que nous allons trouver de l'argent? On pense toujours le premier point de l'argent comme étant un obstacle de l'entrepreneuriat. C'est là maintenant que j'aimerais pour répondre rapidement à ces questions. Que faire pour débuter une affaire sans un financement d'une institution quelconque? Que faire? Est-ce qu'on doit croiser seulement les bras parce qu'on n'a pas d'argent? Parce qu'on n'a pas de moyens? Je signale ici, lorsqu'on parle de moyens, ce n'est pas seulement le moyen financier. Il y a également le moyen matériel. Mais je pourrais aussi les moyens personnels. Quand on parle des ressources personnelles, quand tu as des ressources personnelles, tu peux aussi commencer une entreprise. Quand tu as des ressources matérielles, tu peux aussi commencer une entreprise. Quelqu'un qui n'a pas une entreprise, mais il a des ressources matérielles pour la décoration.
Il peut commencer une entreprise par la location, non? Est-ce que je mens? Non. Quelqu'un qui a un groupe électrogène, c'est une ressource matérielle, mais peut commencer par la location du groupe électrogène. Alors, que faire pour débiter? On ne doit pas croiser les bras parce qu'il n'y a pas l'argent. Non. La première des choses, ou encore la première des qualités, qui rend un entrepreneur efficace, c'est la détection des opportunités. J'aimerais la détection des opportunités. J'aimerais rappeler ici. J'aimerais rappeler ici. Je disais, merci, téléphone, là-bas. J'aimerais rappeler ici. Je disais hier, ceci, que un gagnant, c'est celui qui voit l'opportunité dans les combats. Mais un perdant, c'est celui qui voit les combats dans l'opportunité. Est-ce que nous, aujourd'hui, les jeunes, nous sommes capables de détecter l'opportunité qui se trouve tout autour de nous? Moi, j'aime toujours dire que non, un entrepreneur, c'est un chasseur des opportunités. Quand tu passes à la première rue, sous le pont, tu vois les bouteilles en plastique. Tu vois ça la saleté ou une opportunité? La saleté. Je demande tellement, quand tu passes à la première rue, que les gens qui me suivent à l'extérieur, qui me prennent, je vais demander à pas d'email et puis je vais traduire ça. Ok. Mon cannabis, ma saleté, au gouvernement n'est et notre pays vraiment. Beaucoup de saletés comme ça, on a quelle sorte de gouvernement? Mais quelqu'un qui a la vision d'entreprendre, quand il passe, il dit ça c'est pas la saleté, ça c'est une opportunité. Wow. Ça c'est une opportunité. Alors je demande, savez-vous combien coûte un conteneur de plastique? Je demande encore, quand vous prenez bientôt vous allez finir avec la bouteille d'eau. Vous allez finir avec. Je vais voir ce que vous allez faire avec. Cette conférence. Quand tu achètes une bouteille d'eau comme ça, tu finis de prendre de l'eau et que tu jettes la bouteille. Quand tu finis de prendre de l'eau, tu vois la bouteille comment? Inutile. Tu la vois utile ou inutile? Comment je peux combler avec une bouteille vide comme ça? Tu fais quoi? Mais tu ne sais pas que tu es en train de jeter toute une opportunité. Alors, je me demande, depuis que tu es né, depuis que tu as grandi, depuis que tu as commencé à prendre cette bouteille d'eau, tu vas jeter combien de bouteilles? Ne sais-tu pas que non, dans ces plastiques, il y a des matières qui sont recyclables? Donc, c'est mal regardé. Quand je vais finir de prendre ça, tu vas regarder cette main ici. Qu'est-ce qu'on a marqué? Le troisième exemple. Là, ça va te faire rire. Tu vas trouver ça bizarre, mais ça va te faire rire. Quand tu vas aux toilettes, tu trouves ça comment? Mon Dieu. Quand tu pars aux toilettes, tu trouves ça comment? Tu peux te dégager, non? Ah, je vais juste me dégager, hein. Je vais te me dégager. Et quand là-bas se plaint, vous appelez les gens là pour dégager. Pourquoi? Ça sent l'odeur, ça sent mal. Mais c'est une opportunité qui est en train de sentir mal. Et comment dirais-je? On dit quoi en français? Une mauvaise odeur ou une mauvaise odeur? Une mauvaise odeur. Une mauvaise. Ok. La mauvaise odeur d'une opportunité, c'est une bonne odeur. Ok. C'est plus que même les parfums. Ok. Ne sais-tu pas que non? Tu peux vendre toute une dalle et tu as de l'argent. Quand vous finissez de manger, nous ici à qui on l'appelle, là c'est pour les gens de l'extérieur, nous ici à qui on l'appelle les billes dormants. Quand on m'a dit, moi j'étais les billes dormants là-bas. Toi tu trouves ça comment? C'est quoi le but dormant, monsieur? La nourriture qu'on a laissée, et quand on arrive demain, quand on arrive demain, la nourriture qu'on n'a pas mangée, c'est-à-dire on a mangé, on a laissé une partie. Okay. Et dès qu'on arrive demain, cette nourriture-là on l'appelle les billes dormants. D'accord. Donc toi tu trouves ça de la saleté, tu pars tout bonnement à la poubelle. D'abord c'est un péché, la deuxième chose, toi tu jettes aussi la nourriture. Tu jettes ça. Or, tu ne sais pas que nous, avec ça, on peut produire de la biomasse. La biomasse c'est de l'électricité ou encore de l'énergie produite avec la masse biologique. Les déchets. Ce sont des opportunités.
Je vous signale qu'un conteneur de bouteilles de plastique en Afrique coûte 7 000 $. Il y a des gens qui ont pris un travail. Les travail, c'était quoi? Ils ont seulement demandé une parcelle. L'un d'entre eux a donné la parcelle volontaire, mais c'était en équipe. Ils ont commencé à conserver des bouteilles tous les jours. Et c'était plein. Et le jour où ils avaient vendu cela, leur vie avait changé. C'est-à-dire, garder des bouteilles, c'est comme si quelqu'un qui garde son argent à la banque. Il ne regarde, mais il ne tient même pas compte de ça. Pour lui, la bouteille, c'est de l'argent. Même quand il est avec quelqu'un, il est en train de boire, il est en train de prendre de l'eau avec sa bouteille. Il le suit derrière. Non, il ne faut pas jeter ça, j'ai besoin de ça. Il sait l'objectif qu'il poursuit. Mais surtout nous les chrétiens, lève, lève. Moi, Dieu m'a parlé des grandes choses. Dieu m'a parlé des grandes choses. Aïe, aïe. Il faut toujours savoir détecter ton environnement. C'est-à-dire, dans la recherche de l'idée, quand vous aurez des formations sur l'entrepreneuriat, vous allez comprendre que dans la recherche de l'idée ou encore dans la recherche de l'opportunité, l'environnement est l'un des éléments importants qui te permet de détecter une opportunité. Tu vois maintenant que non, même chez vous à la maison, tu as une opportunité d'affaires. Je le disais ici, je suis directeur du projet du Grand Journal. Nous avons écrit un article pour les dames qui venaient de l'Europe, de l'Allemagne, qui prenaient nos saletés ici, nos matières fécales, pour vendre ça à l'extérieur. C'était leur entreprise. Mais nous, quand on se plaint là-bas, on appelle les gens là, station vidange, ils viennent, ils prennent, ils partent. Ils font quoi avec? Oh, ils jettent ça au fleuve. Qui vous a dit qu'ils jettent ça là-bas? Voilà comment nous rêvons. Nous rêvons avec des opportunités. J'avais parlé du tourisme ici. J'ai donné même l'idée hier. Aujourd'hui, nous avons la musée nationale. Avec 12 000 arts antiques. Je précise 12 000 arts antiques. Mais qui a déjà initié un randonnée avec même les élèves ou encore les étudiants là-bas? Pour nous, c'est seulement le pique-nique. L'eau blanche. En Israël, on dit maïapel. C'est comme chez vous, là, tu te lèves pas. Tu ne te lèves jamais. Tout seulement, c'est la marche des santé. Même quand tu regardes la télé, est-ce que tu regardes la télé pour en fait, quand tu regardes la télé pour la distraction? Je l'ai dit ici hier, vous devez retenir ceci, que les riches ont fabriqué la télé pour s'enrichir davantage, et les pauvres regardent la télé pour s'appauvrir davantage. L'histoire, toi, c'est encore plus grave. Tu regardes la télé avec le WhatsApp, avec les réseaux sociaux. Combien de temps tu récupères? Là, c'était les choses qu'on a parlé hier. Je ne sais pas s'il y a une préoccupation. Il n'y en a pas? Il y en a? Soyez libre de poser des questions et de participer. Il y en a? C'est le dernier jour aujourd'hui, donc il faut en profiter. Peut-être vous avez posé à la fin. Alors, je vais rapidement parler de que faire pour réussir dans l'entrepreneuriat. Deux petits points seulement. Que faire pour réussir?